cartes-là. Moi, je vais commencer à parler des cartes de la faction verte. Ça vous donnera une idée aussi de ce que fait la faction. Donc, la première carte que je peux vous montrer, c'est le Facochère Borgne qui coûte 1 point de faction, qui a 1 d'attaque, 1 de défense, 1 point faible. Ne peut pas attaquer les cartes adjacentes à ses bords droits et bas. Donc voilà, c'est assez gênant. Après, c'est pas une grosse carte, elle n'a pas une grosse valeur. Donc voilà, on rappelle quand même que les règles de construction du deck, c'est 23 cartes impérativement et strictement 23 cartes. Et que sur ces 23 cartes, vous devez atteindre maximum 125 points. Donc voilà pourquoi il est nécessaire aussi dans le jeu de mettre des cartes à petite valeur pour pouvoir compléter les decks. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Il y a quelques petites thématiques qui peuvent se dégager maintenant des différents factions, des différents paquets de cartes. Et je peux vous dire qu'il y a matière à faire. Et c'est surtout, comme on le voit d'ailleurs sur le plateau qui est derrière, le positionnement des cartes est très très important. Et voilà, on peut même dire que c'est un jeu d'échecs finalement de placement, de bluff et de deck building qui est vraiment très intéressant. Alors, pour en revenir ensuite à la carte, donc on a vu le Facochère. Ensuite, on attaque le Perroquet Provocateur, qui lui coûte 2 points. Il a 0 d'attaque, 0 d'armure, il a initiative vol. Alors, c'est intéressant, puisque c'est une valeur de 0-0. Initiative, ça veut dire qu'il va attaquer quoi qu'il arrive avant l'ordre du tour normal. Maintenant, si ce n'était pas le joueur, si vous n'êtes pas le joueur qui avait, entre guillemets, l'initiative pour le tour, qui avait en tout cas qui était le premier à agir sur le tour, sachez qu'une créature à 0, ça fait pas grand chose, donc clairement c'est intéressant si vous avez des cartes pour augmenter les valeurs d'attaque, ou en tout cas pour les modifier, pour rendre utile cette créature. Maintenant, vol est une capacité très puissante. Alors au début j'avais un peu de mal à croire que c'était effectivement une capacité très puissante, mais vol, qu'est-ce que ça fait dans le jeu ? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, ça permet, lorsque vous activez, entre guillemets, la créature, eh bien, ça lui permet de se déplacer à n'importe quelle case sur le plateau, sous réserve que ce soit adjacent à une autre carte. Donc, c'est quand même très très fort. Ensuite, on a le Centipède Explosif pour 2 points, qui lui coûte 2-2. Par contre, le point faible, c'est une fois qu'il a fait une attaque, il est détruit. Donc voilà, c'est une carte qui va arriver juste ponctuellement, mais qui va être explosée, qui va disparaître tout de suite. Alors est-ce que ça vaut le coup d'avoir une carte qui va mourir tout de suite? À vous de voir. D'autant plus que mettre de la défense sur une carte qui de toute façon va mourir à la fin du tour, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. Mais après tout, pourquoi pas. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à dire que vous êtes là. N'hésitez pas à commenter, là donc je présente les cartes de la faction verte, avec mon petite expérience du jeu, maintenant qui est encore toute petite, mais bon, comme je joue pas mal là, je regarde donc en tout cas présenter les cartes, voir un petit peu l'intérêt qu'elles pourraient avoir, et puis bien sûr, si vous nous rejoignez, n'hésitez pas à dire si vous êtes déjà joueur de Harakan Wars, ou si c'est un jeu qui, vous venez voir ce que c'est un petit peu, ou si vous allez vous y mettre dans les prochains jours. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à me dire, comme je dis, que vous êtes là, Allez, on est parti. Donc, on a ensuite le Phasme Venimeux, qui est une créature à 2, qui a 2-0, donc pas de défense, mais 2 d'attaque. Clairement, pour moi, je préfère largement au Centipède Explosif. Néanmoins, attention, voilà, il suffit qu'un 2-0, il suffit que votre adversaire ait une carte qui permettrait d'agir avant, et il vous l'élimine, et donc du coup, vous l'aurez posé pour rien. Mais bon, voilà, c'est un choix personnel là-dessus. Ensuite, on continue avec le Xénodon, une carte qui a 3 de points d'armée, 1-1, mouvement 2. Alors c'est intéressant d'avoir du mouvement, même si ça n'a que 1 d'attaque. Pourquoi ? Parce que quand vous allez l'activer, vous pouvez le déplacer de 2 cases. Toujours, la règle de mouvement, c'est de se rapprocher d'une autre carte adjacente. Mais ça peut être pas mal pour créer la surprise, pour pouvoir faire une attaque groupée sur une créature, ça peut être très sympa. Salut Nuc Morin, coucou, bienvenue.
bien vu. Donc tu vois, je suis en train de parler d'Arakan Wars. Alors es-tu un joueur d'Arakan Wars ou vas-tu le devenir ou est-ce que tu reviens pour regarder un petit peu ce qu'il en est? Donc n'hésite pas bien sûr à commenter. Je vais peut-être dire des bêtises, donc n'hésite pas non plus à le dire et à me reprendre. Voilà, je suis encore un jeune joueur de Arakan Wars, donc voilà. Donc si je dis des grosses bêtises, il faut pas hésiter à me le dire. Bah, parfait. Donc voilà, donc si je dis des grosses bêtises, si tu n'es pas d'accord avec mes commentaires, n'hésite pas non plus, hein. Je prétends pas avoir la science infuse. En tout cas, comme je l'ai dit, il y aura du contenu Rakan Wars régulier sur la chaîne, puisque j'ai un peu accroché, beaucoup même là-dessus, suite au Morgulis Days de ce week-end, donc voilà, où j'ai fait l'acquisition du jeu, et franchement, et d'ailleurs, je tiens à remercier les organisateurs de Morgulis Days et les créateurs du jeu qui étaient présents, voilà, puisqu'il y avait la Coupe de France si je ne me trompe pas, et franchement c'était des sacrés matchs, et il y avait pas mal de retournements de situation, donc je sais pas si tu étais Nick Morin là-bas, mais en tout cas c'était bien sympathique. Ensuite en carte on a donc le Zeno dont j'en ai parlé, voilà, avec deux icônes différents, ouais, ok. Ensuite on passe à l'archer Naka qui lui coûte 3 points d'armée, qui a un d'attaque, un de défense, qui a une attaque à distance de 2, donc il peut tirer à 2 cases, donc ce qui est pas mal. Donc ça peut venir en soutien à une carte que vous aurez posée précédemment ou au même tour à côté de lui pour pouvoir rajouter un d'attaque, c'est toujours pratique. Ah, au Québec, bon bah alors bonjour le Québec, alors bonjour le Québec, le Canada, voilà, et j'espère qu'il y a une bonne communauté à Rakan Wars là-bas pour te permettre de jouer au jeu, et puis voilà. Donc ça c'est bien. Donc encore une fois, hein, n'hésite pas à me dire si je dis une grosse bêtise. Ensuite, on a une carte pour 5 qui est le porteur de mort, qui est 1-1 et qui lui, en compétence, donnera -1 aux créatures ennemies adjacentes. Et s'il y a une créature alliée musicien sur le champ de bataille, les créatures alliées danseurs gagnent initiative. Donc ça c'est pas mal. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment regardé quand j'ai fait mon deck vert, pour être franc avec vous, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, puisque la capacité d'initiative, ça peut faire de gros changements sur la partie. Voilà, enfin, ça se voit. Je l'ai vu d'ailleurs. Les cartes à initiative, ça peut faire très très mal quand c'est bien joué et bien positionné surtout. On continue ensuite. On a un peu dans le même ordre d'idée le sonneur de mort qui lui est un musicien et pour 1-1, là aussi pour 5 points, va donner -1 et s'il y a des alliés danseurs sur le champ de bataille, les alliés musiciens gagnent initiative. Donc c'est deux cartes qui combattent pas mal, comme on dit, donc ça peut faire des différences. Là encore, attention, dans ce jeu-là, c'est très très important. Alors je pense pas que Nick Mora me contredira sur ce point-là, mais le placement des cartes est très 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 important et assez punitif. Vous faites une erreur de placement et autant vous dire que votre camarade de jeu, votre adversaire, ça dépend comment vous le voyez, va pas manquer de vous le faire savoir, comme on dit. Voilà, c'est un jeu qui est quand même, je pense, assez punitif en termes de placement et de jeu. Ensuite, on a le Idorien Sénile pour 5, 1-3. Bon, voilà, voilà, on va dire qu'il encaisse bien, et il peut bloquer un petit peu une zone. Ensuite, on a le Hexacarias qui est pour 5, 2-2. Rien d'exceptionnel. Maintenant, il coûte 5. Personnellement, s'il y avait à 5, je jouerais plutôt peut-être des musiciens, essayer de jouer sur la combo des deux. Voilà. C'est mon point de vue. Ensuite, on a la racine rampante pour 5. 1 d'attaque, 0 défense, furtif. Et la compétence, c'est les créatures ennemies adjacentes perdent vol et mouvement. Alors, si je me trompe pas, tu vas me confirmer ça, Nick Morin. Furtif, ça, je crois que ça, les créatures adjacentes perdent quand on active cette créature. Les créatures adjacentes perdent leur activation, si j'ai bonne mémoire. Enfin, en tout cas, tant qu'elles restent adjacentes à celle-ci. Hein, il me semble bien, si je me trompe pas. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup utilisé de furtif, enfin, j'en ai pas encore beaucoup vu. Mais ça peut, si c'est exactement ça, ça peut
ça peut surprendre. Ensuite, on a la Banshee qui est la initiative là, qui coûte 6, 2, 1. Donc là, c'est vraiment utiliser la partie initiative, puisque si on se base là-dessus, 1 de défense, il suffit qu'il y ait une créature à 2 à côté, et elle se fait éliminer très vite, mais l'initiative peut tout changer. Ensuite, on passe à la plante carnivore qui coûte 6, qui est 1-1. En compétence, elle donne plus 1 de défense aux créatures alliées adjacentes. Et les créatures ennemies ne peuvent attaquer la plante carnivore qu'en attaque groupée. Voilà, donc ça veut dire qu'elle peut être facile à battre, mais ça oblige votre adversaire à utiliser au moins 2 créatures ou une créature à côté et éventuellement une attaque à distance pour l'éliminer. Donc voilà, mais en tout cas, donner plus 1 aux créatures adjacentes, c'est très fort. Là encore, une question de placement, de positionnement. Plus 1 de distance pour les créatures adjacentes. Ok. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Ok, je l'avais pas compris comme ça. Mais ok, bon, vous voyez, j'ai dit une bêtise. Donc, furtif, ça donne plus 1 de distance pour les créatures adjacentes. Ok, ça marche. Ensuite, on a la chasseresse qui a attaque à distance à 4. Donc ça, c'est très fort. Je crois que c'est une des attaques à distance, je crois, les plus lointaines de ce que j'ai vu dans le jeu, il me semble. En tout cas, c'est une des portées les plus fortes que j'ai vues jusqu'à présent, il me semble. Qui coûte 7, 1-1. Bon, donc c'est une attaque à 1. Voilà, mais en complément, en support d'une autre attaque, ça peut faire une grosse différence. Et puis 4 de distance, si bien positionné sur le plateau, vous avez la possibilité de bien gêner votre adversaire. Et enfin, on attaque pour terminer sur cette ligne le Behemoth 3-2. Rien d'exceptionnel. Après, c'est une créature à 8 sans bonus, donc à vous de voir par rapport aux autres créatures ce qui pourrait y avoir d'intéressant. Ok, donc c'est ça, oui, c'est les créatures adjacentes doivent avoir 2 de range pour tuer une créature avec furtif si elle est adjacente. Merci Nick Morin 81 pour la précision, donc tu vois, j'avais tout faux, donc voilà. Bon, en même temps, j'utilise pas les furtifs moi, donc pour l'instant, voilà, dans les decks que j'ai fait, j'en ai pas encore utilisé. Mais bon, ça viendra. Après, avec l'usage, l'expérience, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont changer dans la perception du jeu aussi, puisque comme je disais, c'est un jeu très stratégique, très comment dirais-je, voilà, il faut vraiment bien réfléchir à ce qu'on fait, les bonnes compositions, les bons duos quand on va placer les cartes, le bon positionnement, et puis ça y est réfléchir, et puis un peu comme les jeux d'échecs, essayer d'anticiper aussi ce que va faire votre adversaire. Donc là, c'est effectivement très très important. Ensuite, on attaque donc Nemesio, une carte que vous avez dans toutes les factions, qui fait quasiment la même chose, si je me trompe pas. C'est une légendaire, vous avez le petit L ici qui l'indique. Ça coûte 4, 1, 1, mouvement 2, et en compétence, les créatures ennemies ne peuvent attaquer Nemesio qu'en attaque groupée, et en action, permuter les positions d'une créature alliée adjacente et d'une autre créature alliée sur le champ de bataille, chacune d'une valeur inférieure ou égale à 8, donc ce qui est plutôt pas mal. Ça peut créer des surprises, surtout si vous avez des créatures qui ont des effets ou des compétences. Vous pouvez de ce fait surprendre bien vos adversaires. Ensuite, on attaque le protecteur qui lui a 7 de valeur. Ok. Donc, compétence, lui, il a mouvement 2, il donne plus 1 d'attaque pour chaque pion faction supplémentaire sur cette carte. Et en action, ajouter un pion faction sur cette carte. Les pions ainsi ajoutés ne permettent pas de réactiver le protecteur, ce qui est normal, ça serait un peu trop fort. Donc ça veut dire qu'en une carte, si vous posez en début de partie, si vous mettez un jeton à tous les tours, et bien vous pouvez avoir un gros arbre, un gros frappeur sur le plateau. Donc le protecteur on a vu. Ensuite on a le marcheur qui est lui un coup de 8. Régénération, mouvement 2. 2 et 1. Régénération donc
Voilà, ça veut dire qu'il peut si j'ai bonne mémoire, il peut se réactiver, et mouvement 2, voilà, il peut bouger, donc une créature qui est sympathique en soi. Ensuite, on a le dragon éclair qui qui a une valeur de 8, qui a 2 d'attaque, 1 de défense, il a initiative et mouvement 2, ce qui est plutôt fort, et en compétence, gagne Omnifrappe si aucune créature alliée n'est adjacente, et ça, Omnifrappe, je vous rappelle, ça permet de frapper sur les 4 axes, donc axe horizontal et axe vertical, sur les cibles autour de lui, donc ça peut être fort, mais néanmoins, il ne gagne que s'il n'y a aucune créature alliée adjacente, donc c'est une frappe à 2, donc attention, voilà, ça veut dire qu'il faut le positionner, il faut que les créatures qui soient à côté soient relativement faibles pour qu'il y ait cette omnifrappe, mais bon, ça peut faire quand même, ça peut surprendre là encore, surtout qu'il a mouvement 2, donc voilà. Et en point faible, ne peut pas attaquer lors de la séquence d'initiative. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, il va perdre son initiative, c'est-à-dire que vous pouvez éventuellement le déplacer, si j'ai bien compris, mais vous ne pourrez pas attaquer derrière, donc voilà, donc vous pourrez le jouer qu'à la phase classique, entre guillemets, pour le rendre intéressant. On enchaîne ensuite avec le fauve reptilien qui lui a un coup de 8, il a 2 d'attaque, 2 de défense, mouvement 2, omnifrappe. Bon voilà, c'est lui par contre, il n'a pas la restriction du camarade à côté. Donc là, clairement, pour le coup, autant prendre le fauve reptilien directement, il n'a pas de défaut, il a omnifrappe directement, il a mouvement 2. Alors oui, certes, il n'a pas initiative, certes, il pourra pas se déplacer avant par rapport au dragon éclair, mais bon, il a quand même les deux directement pour le même coût d'unité, donc c'est plutôt très bon. On enchaîne ensuite avec l'hydre instable pour 8. Il est 2-1, il a mouvement 2, omnifrappe, compétence plus 1 attaque lorsque vous commencez le round, et plus 1 de défense quand vous ne commencez pas le round. Donc là aussi c'est pas mal, omnifrappe, c'est bon. Ensuite, créature, c'est le Banshee monté qui est à 10. 2-2, vol, donc comme je disais tout à l'heure, vol étant une capacité très très forte dans le jeu, eh bien ça vous permet de surprendre là aussi votre adversaire, de vous placer où vous voulez à proximité d'une autre créature, et donc du coup de surprendre votre adversaire. Ensuite, on a la carte colère de la forêt pour 13, 3-3, omnifrappe, perforation, ça c'est plutôt très très fort. Voilà, perforation, ça veut dire que vous pouvez, ben voilà, clairement, suite à cette situation, imaginez, il était sur le plateau, là, tel qu'il est là, et bien, éturer la Banshee, et tuer l'hydre directement avec juste une attaque. Voilà, et au-dessus, si on mettait au-dessus, il tuerait celle-ci, et il irait même jusqu'à tuer les deux autres, puisqu'il aurait 3, puisque la première attaque aurait ici 3, et ensuite il y aurait une valeur de 2, donc vous voyez, il aurait fait très très mal. Donc très bonne créature, maintenant elle coûte cher dans la constitution de votre deck. Ensuite, on est à Racines Éternelles, qui coûte 8, c'est un sort que vous posez sur le plateau. Les créatures alliées adjacentes ne peuvent être attaquées que par des créatures ennemies en attaque groupée ou des sorts, donc c'est très très intéressant. Ça veut dire que si vous le positionnez et que votre adversaire, vous souhaitez attaquer vos créatures avec une seule, et ben c'est râpé, ou en tout cas c'est râpé s'il n'y avait pas d'autre soutien à côté. Ensuite on passe à un lieu, je dis pas de bêtises, oui c'est un lieu, et les racines c'est pas un lieu mais ça se pose aussi sur le plateau, c'est autant pour moi. Donc c'est donc 10 pour la constitution. Bénéfice plus 1 d'attaque aux créatures alliées adjacentes, et les créatures alliées adjacentes avec attaque à distance ajoutent plus 1 à cet attribut, ce qui peut être fort. Donc ça veut dire tout à l'heure l'archer qu'on a vu qui pouvait tirer à 4, vous le mettez adjacent celui-là, il pourra tirer à 5, ce qui est quand même assez énorme en l'occurrence. Oui, un lieu et non, ça, oui, j'ai corrigé Nicolas, hein, merci. Ensuite, l'arbre de vie, là il est 2 fois à 12, bénéfice, c'est un légendaire, les créatures alliées adjacentes gagnent régénération, ce qui peut être bien. Personnellement, je préfère mettre largement une ruine ou éventuellement une racine éternelle qui est un peu moins chère en coût, mais bon, après ce n'est que mon avis personnel. Ensuite, on enchaîne maintenant les sorts.
les sorts là pour le coup. Donc les sorts, on rappelle que les sorts, ça ne reste que le tour où ils ont été joués. Donc celui-là, ça vous donne une flamme surnaturelle pour 2. C'est initiative, défausser un sort ennemi. Donc là, c'est intéressant. Si vous savez que votre camarade de jeu, adversaire, partenaire, voilà, c'est vous qui dites, poser face cachée par exemple un sort sur le petit A, et bien vous le mettez le vôtre et comme ça vous êtes sûr de pouvoir lui enlever avant qu'il ait eu le temps de le faire. Voilà. Ce qui peut être pas mal. Ensuite, on a un autre sort, c'est la puissance dévorante pour 2. Là, par contre, vous le posez sur le plateau et vous donnez plus de d'attaque et moins 1 de défense aux créatures alliées adjacentes. Ce qui peut être pas mal là aussi, ça peut surprendre. Bien utilisé, bien sûr, je vous conseille de l'utiliser au mieux, c'est-à-dire que vous ayez au moins 2 de vos créatures qui soient prises pour cible par ce sort. Voilà. Après, ceci dit, sur une seule, si ça peut vous faire gagner la game, la partie, comme on dit, pourquoi pas. Mais voilà. Personnellement, j'essaierai de toujours l'utiliser pour qu'il y ait au minimum un maximum d'effets et, si possible, 2 créatures prises. Après, c'est pas forcément évident non plus, comme vous pouvez, vous le verrez si vous jouez, vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, on a perdu dans la forêt pour 3. Les créatures ennemies ne peuvent attaquer qu'en attaque groupée. Là encore, c'est très fort puisque ça oblige à faire une association de 2 cartes pour en attaquer une. Donc ça peut profondément embêter votre partenaire de jeu. Ensuite, mimétisme, une carte que j'aime beaucoup pour 3. En action, pendant votre tour, remplacez les caractéristiques d'une créature alliée ciblée par celle d'une autre créature sur le champ de bataille. Donc ça peut être aussi bien une créature à vous qu'une créature à l'adversaire, enfin en tout cas pour la prise de caractéristiques en tout cas. Et la créature ciblée est désactivée et réactivée là. Voilà, si c'était désactivé. Voilà, donc c'est dangereux aussi parce que si vous prenez une grosse créature, autant prendre une qui n'a pas été activée, par exemple chez l'adversaire. Par contre, si vous le faites effectivement sur une grosse créature de l'adversaire qu'il a déjà utilisée, c'est bien, mais ça veut dire que vous lui donnez la possibilité de vous redonner un coup derrière. Ensuite, manifestation surnaturelle pour 3. En action, permutez les positions de 2 créatures alliées, puis vous pouvez à nouveau permuter les positions de 2 créatures alliées. Donc ça c'est pas mal pour faire un petit chamboulement là sur le champ de bataille. Ça peut perturber aussi votre adversaire, ça peut, comme on dit, un petit peu rebattre les cartes et vous permettre, pourquoi pas, de gagner la partie là aussi. Ensuite, on a camouflage naturel pour 3. Les créatures et lieux alliés adjacents ne peuvent pas être attaqués par des créatures ennemies. Ça, c'est très très fort. Là encore, il faut bien le positionner. Là encore, je vous conseille d'utiliser ce sort plutôt à un emplacement où vous pouvez cibler au moins 2 de vos lieux ou créatures, puisque là, vous voyez, c'est spécifié. Vous pouvez avoir les créatures ou lieux, donc ce qui est plutôt très très bon. Et puis pour 3, c'est une carte qui, à mon sens, est quand même très très forte pour le vert. Je sais pas ce que tu en penses, Nick Morin, mais voilà, je pense que c'est une carte qui est quand même très très forte pour le vert. Encore une fois, bien utilisée, hein. Parce que voilà, après, on peut avoir la carte, pas l'utiliser correctement, ou être contré, ou ce genre de choses. Donc voilà. N'est pas imparable non plus, comme on dit. Ensuite, on a la transe musicale. Déplacer tout ou partie des créatures alliées, musiciens et danseurs à une distance inférieure ou égale à 2. Là encore, c'est une bonne carte, mais ça nécessite que vous ayez effectivement des musiciens ou des danseurs et que vous ayez mis votre deck en conséquence pour utiliser ces avantages-là. Voilà. Mais après, ajouter du mouvement, c'est toujours bien. Maintenant, est-ce que vous n'allez pas préférer mettre une créature à la place de ça? À vous de voir. Et enfin, la dernière carte pour les verts, c'est Tremblement de Terre, qui est à mon sens aussi assez fort. Pour 2, vous faites une attaque Omnifrappe à 2, vous la mettez positionnée là. Là aussi, vous la positionnez pour au moins cibler 2 de vos adversaires. Et vous allez potentiellement lui faire très très mal. Voilà, et bien écoutez, globalement, c'est pour ça qu'elle a été mise à 2. Oui, je suis d'accord avec toi, Nick Morin, ça se comprend largement. Largement, je suis bien d'accord avec toi. Donc, très bonne carte. Donc voilà, on a regardé les verts. J'espère que ça a été clair pour vous. Je pense qu'on va s'arrêter là ce soir. On fera
Comme ça, on fera les couleurs, les couleurs, les factions l'une après les autres tranquillement. Ça vous laisse le temps de revoir aussi les replays, de voir un petit peu comment j'analyse tout ça. Là encore, c'est pas une analyse de deck, c'est une analyse de cartes. Donc après, en termes de construction de deck, c'est encore autre chose. Mais au moins, vous avez une idée de la faction, de ce qu'il peut y avoir dans la faction. Et quelques petites idées de deck que vous pourriez avoir. Hein. Il y a clairement plusieurs. Moi, j'en vois déjà 2, 3 différentes. Après, encore faut-il avoir les cartes, voilà. Après, d'ailleurs, Nick Morin, tu peux peut-être me répondre à une question, c'est est-ce que pour faire un deck compétitif, ou en tout cas intéressant à jouer, est-ce qu'il y a besoin, est-ce que juste la boîte de base et l'extension, c'est-à-dire le minimum, hein, presque, est-ce que ça suffit pour faire quelque chose d'intéressant? Voilà, puisque clairement, il y a des cartes, on prend par exemple le... Alors la carte, comment ça s'appelle, que je dis pas de bêtises, je vais dire une bêtise sinon. Hop, le camouflage naturel, quand on l'a avec la boîte de base et l'extension, on ne l'a qu'une fois. Donc est-ce que c'est intéressant de racheter effectivement une fois l'extension pour avoir la deuxième 2 fois la carte? Voilà, c'est à vous de voir. C'est un débat qu'on peut avoir, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on peut s'en sortir sans? Je pense que oui. Après, c'est toujours mieux d'avoir des cartes, comme on dit, un peu fortes pour l'avoir. Mais bon, mais en tout cas, voilà, avec les trucs de base, je pense qu'on peut déjà s'en sortir largement. Voilà, ben écoutez, j'en arrive tranquillement à la fin. Comme je disais, n'hésitez pas. Donc, cette émission, je la remettrai en. Ok, donc avec une boîte et une extension, tu peux arriver en tournoi et bien t'en tirer. Oui, je pense aussi, je pense qu'il y a moyen. Hein. Je pense qu'il n'y a pas non plus de carte ultra pétée ou qui peut pas se contrer ou voilà, il y a tellement de toute façon, il y a tellement de combos, de placements. Ok. Pour l'extension ou pour la boîte de base et l'extension, mon cher Nick Mora. Voilà. Je t'avouerai que prendre une deuxième fois l'extension, ça me dérangerait pas. Maintenant, prendre une deuxième fois la boîte de base, là pour le coup, c'est pas le même tarif, comme on dit. Hein. Ouais. Mais bon, déjà, avec effectivement, j'ai pu voir qu'avec la boîte de base et l'extension, on peut arriver à faire des decks quand même très, très corrects et très bons. Euh, voilà, il y a pas de souci. Puis encore une fois, comme je disais, même si on n'a pas forcément, voilà, les decks, après, il faut savoir les jouer, il faut les jouer correctement, il faut être intelligent dans ses placements, dans l'ordre dans lequel on les pose aussi sur le terrain, bien prendre en compte aussi qui est le premier joueur, qui est le deuxième, donc ça, c'est des données à prendre en compte. Là encore, on se rapproche beaucoup du jeu d'échecs, mais c'est là aussi que c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que ça aussi. Après, c'est les cartes et la construction du jeu qui va être importante. Donc, on a plein de petites choses qui se rajoutent, et donc du coup, ok, merci. Donc 2 de chaque. Ok. Donc il y a plein de choses qui se rajoutent à côté et qui fait que le jeu est très intéressant, très stratégique. Faut beaucoup, 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 beaucoup réfléchir. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Et puis les parties, en général, on va dire que ça se décide, si j'ai bien compris, hein, tu vas me dire Monique Morin, mais en général, les parties vers le tour 5-6, il y en a 9. En journée au 5-6, on commence à voir qui va prendre le dessus, qui va gagner. Voilà, et puis on va dire qu'au tour 7 en général, on a une bonne idée de qui peut gagner, mais il peut y avoir des retournements de situation, bien entendu. Ok, merci Nick Morin. Voilà, donc lui conseille Nick Morin Pro 5, d'autres de chaque. Un joueur compétent qui s'en sort très bien avec juste une boîte de base et 2 extensions, ou une de chaque. Effectivement, je suis assez du même avis. Je pense que la boîte de base est effectivement au moins l'extension, ça c'est sûr, et voire 2, et puis c'est parfait. Maintenant, après, ça dépend à quel niveau on veut jouer aussi. Voilà. Oui, bah après, de toute façon, ça dépend des parties, ça dépend aussi des oppositions, ça dépend aussi des couleurs de faction. Enfin voilà, il y a plein d'éléments qui entrent en compte. On est bien d'accord, Nick Morin. Donc je disais que tout ça, vous le verrez en replay sur la chaîne YouTube dans quelques jours. Et puis la semaine prochaine, on parlera d'une autre faction en direct avec vous. Voilà, si vous avez des questions, ben, vous pouvez me contacter directement sur
sur mon Discord. Il y a aussi le Discord Arakan Wars officiel. J'y suis, donc vous pouvez aussi me passer passer vos questions. Oui. Après moi pour l'instant de ce que j'ai vu, j'ai souvent vu quand même qu'autour 7, 7 on va dire, 7 souvent il y avait déjà un bon avantage sur une personne et que après c'était dur à revenir. Mais effectivement il y a des grosses, il peut y avoir des gros revirements de situation sur les derniers tours. On est bien d'accord. Voilà. Euh, mais bon, c'est ça qui fait le charme du jeu aussi, c'est que voilà, c'est que même si on pense avoir perdu, on peut toujours essayer de s'en sortir sur la fin. Après, il faut quand même arriver à bien combiner les différents positionnements de cartes, etc. Mais bon, après, c'est aussi les decks. Hein, c'est voilà, si la personne utilisait ses grosses cartes au début de partie et qu'il se les fait enlever, et que l'autre a bien contré les différentes combos ou situations qui ont été mises sur le plateau, eh bien, effectivement, tout peut arriver.